La différence des couleurs fait la beauté du tableau. Le jour où les couleurs se sont parlé. La nuit était tombée sur le village de Montaube, enveloppant les collines d'une brume fine et froide. Le vent sifflait doucement dans les ruelles pavées, caressant les tuiles rouges des maisons endormies. Mais dans la dernière maison au bout du sentier, une lueur tremblotait encore. Derrière une fenêtre couverte de peinture séchée, un garçon aux cheveux noirs emmêlés, les joues tachées de bleu et d'ocre, tenait un pinceau entre ses doigts tremblants. Elio. À 12 ans, il avait déjà quelque chose d'un vieux sage. Il parlait peu, fuyait les jeux bruyants de la cour de récréation et n'aimait pas les réponses toutes faites. On disait de lui qu'il était étrange. Mais dans sa chambre, il bâtissait un monde à part. Là où les autres voyaient une simple feuille blanche, Elio voyait un tremblement d'âme, un cri muet prêt à exploser. Ce soir-là, il avait peint jusqu'à ce que la bougie touche presque sa base. Une toile carrée reposait devant lui, éclatante. Un fond turquoise traversé d'éclairs rouges, des taches jaunes canaries, un tourbillon noir au centre. À première vue, c'était chaotique. Mais si l'on s'y attardait, c'était un cœur qui battait. Elio pencha la tête. Quelque chose manquait. Il le sentait. Une absence pesait sur le tableau. Il saisit un pot de blanc, hésita, le reposa. Un soupir lui échappa. Et c'est à ce moment-là que tout bascula. Un bruissement léger monta dans la pièce, presque imperceptible. Elio se figea. Le pinceau tomba de ses doigts. Les couleurs sur la toile se mirent à frémir, comme si un souffle invisible les effleurait. Puis, soudainement, il les entendit. Pas avec ses oreilles, mais dans sa tête, dans sa poitrine, dans ses os. « Tu crois que tu peux nous mélanger n'importe comment ?» C'était le rouge, vif, furieux, vif comme une gifle. Et toi, toujours à tout enflammer. Tu veux que tout soit dramatique. Le bleu, calme mais blessé, parlait avec un accent de noblesse. Vous vous battez pour des choses inutiles. Sans moi, tout serait sans lumière. Le jaune brillait dans un coin, léger comme le soleil d'été. Vous oubliez que sans ma profondeur, vous ne seriez que des taches sans relief. Le noir grondait doucement, grave et digne. Elio écarquilla les yeux. Était-il en train de rêver? Était-ce la fatigue? Mais non. Les couleurs dialoguaient, elles s'opposaient, chacune réclamait sa place, son importance. Et dans le tumulte, un silence éclatant se fit entendre. Le blanc. Il n'avait pas encore parlé. Mais quand il le fit, ce fut comme une caresse sur une brûlure. Vous vous trompez tous. Le tumulte cessa. La beauté ne réside pas dans votre domination. Elle réside dans votre cohabitation. Sans le rouge, pas de passion. Sans le bleu, pas de paix. Sans le jaune, pas de lumière. Sans le noir, pas de profondeur. Et sans moi, le blanc, pas d'équilibre. Mais c'est ensemble que nous sommes une œuvre. Pas séparés. Un frisson parcourut Elio. Il comprenait enfin. Ce qu'il avait toujours ressenti sans pouvoir l'exprimer, avait enfin pris forme. La toile devant lui vibrait. Elle vivait. Il se pencha, trempa son pinceau dans une couleur qu'il n'avait jamais utilisée auparavant, un mélange étrange de violet et de doré, et fit une large trace au centre. Pour la première fois, il ne peignait plus pour remplir. Il peignait pour réunir. À l'extérieur, les étoiles brillaient plus fort. Le monde dormait, ignorant que quelque chose venait de naître dans une petite chambre de village. Un artiste qui avait écouté les couleurs, et compris que leur différence était leur force. L'école du gris. Les cloches de l'école résonnaient chaque matin avec une précision mécanique. À 8 heures tapantes, les élèves se rangeaient, la tête basse, les uniformes impeccables, les cartables pesant comme des secrets trop bien gardés. Le bâtiment, austère et rectangulaire, semblait avoir été bâti pour contenir les couleurs, pas pour les célébrer. Dans cette école, on ne parlait pas d'émotions, encore moins de rêves. On apprenait à écrire droit, à réciter sans trembler, à suivre les lignes sans jamais en dépasser. Les murs étaient gris, les tableaux noirs, les bancs beiges. Tout semblait avoir été choisi pour ne pas distraire. Mais Elio, lui,
voyait ce que personne d'autre ne voyait. Il regardait au-delà des murs ternes et des règles strictes. Chaque matin, dans son cartable, il glissait un petit carnet relié de ficelles, comme un trésor fragile. C'était son refuge, son monde, son musée secret. Pendant les cours, il griffonnait en silence. Des visages, d'abord. Puis des éclats de leurs âmes. Yasmine, la fille timide de la première rangée, devenait dans ses pages une fleur solaire aux pétales d'or. Idriss, le garçon turbulent au rire nerveux, se transformait en une mer agitée sous un ciel d'encre. Aïcha, l'élève studieuse et discrète, devenait un arc-en-ciel qui n'osait pas encore pleuvoir. Chaque trait était une caresse. Chaque couleur, une déclaration. Il ne peignait pas ce qu'il voyait, mais ce qu'il ressentait. Mais le monde de l'école ne voulait pas ressentir. Un jeudi matin, alors que la classe de mathématiques s'enlisait dans les fractions, Elio, distrait, laissa tomber son carnet. Il tomba ouvert, face contre le sol. Un silence étrange se fit dans la salle. Le professeur, Monsieur Berthier, un homme au regard dur et à la voix cassante, s'approcha et ramassa l'objet avec un froncement de sourcils. Il tourna les pages, une à une. Ses sourcils se froncèrent davantage. Son visage, d'ordinaire déjà sec, se contracta comme une page froissée. Il leva les yeux vers Elio. « C'est toi qui as fait ça ?» Elio acquiesça lentement. Ses mains tremblaient. « Ce n'est pas comme ça qu'on apprend, » dit-il en refermant sèchement le carnet. « Ce que tu fais là, c'est du désordre. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas utile. À quoi ça sert, hein? Tu crois que ça va t'aider à résoudre une équation? À trouver un métier? À réussir dans la vie? » Elio baissa les yeux. Il n'y avait pas de réponse à donner. La cloche sonna. Le cours reprit. Le carnet fut rendu, mais quelque chose était brisé. Ce soir-là, dans sa chambre, Elio resta assis devant sa toile vide. Il avait allumé la bougie. Il avait posé ses pinceaux. Mais ses mains ne bougeaient pas. Les couleurs le regardaient en silence. Elles attendaient. Mais lui, ne peignit pas. C'était la première fois. Il avait l'impression d'avoir été arraché à lui-même, comme si ses racines avaient été exposées au vent glacial du jugement. Ce n'était pas seulement un carnet qu'on avait critiqué. C'était son monde. C'était lui. Et pendant cette nuit-là, aucun murmure de couleur ne vint l'accompagner. Le gris avait gagné. Le vieux peintre et la forêt silencieuse. Le silence peut peser plus lourd que 1000 cris. Depuis ce jeudi-là, Elio ne touchait plus ses pinceaux. Ses nuits n'avaient plus cette vibration étrange. Plus de dialogue de couleurs. Plus de cœur qui bat sur la toile. Il s'éveillait chaque matin avec une absence collée au ventre, une sensation sourde, comme si un feu en lui avait été étouffé sous la pluie glacée des mots blessants. C'est son oncle, Yoro, qui remarqua le changement. Lui n'était ni professeur, ni psychologue. Juste un homme simple, qui cultivait des manguiers et écoutait les silences mieux que beaucoup ne savaient entendre les paroles. Un samedi d'avril, il frappa à la porte de la chambre d'Elio. Il entra, ne dit rien. Son regard se posa sur la toile blanche abandonnée dans un coin, sur les pinceaux rangés comme des soldats déchus, sur le garçon recroquevillé, les yeux absents. « Viens, dit-il simplement. » Ils prirent la route à l'aube. Le soleil dormait encore. Elio ne posa aucune question. Il marchait à côté de son oncle, les pas traînants, les pensées embrouillées. Le chemin grimpait doucement à travers les collines, puis s'enfonça dans une forêt dense où les arbres formaient un toit de feuillage serré. Aucun chant d'oiseaux. Aucun bruissement. Rien qu'un silence brut, ancien, presque sacré. Et au cœur de ce silence, une cabane. Elle était penchée, faite de bois et de tôle, avec des vitres cassées remplacées par des toiles colorées. De la fumée s'échappait paresseusement de la cheminée. L'air sentait le feu de bois, l'écorce humide et la peinture. Un vieil homme les attendait devant la porte. Il avait une barbe blanche emmêlée, un long châle bleu jeté sur les épaules, et des yeux, d'un vert inhabituel. Des yeux qui avaient tout vu, peut-être même l'invisible. « Tu dois être Elio, dit-il en souriant.
Entre. Ici, on ne parle pas beaucoup. On écoute les silences. Il s'appelait Sédou, ancien artiste célèbre, disparu des galeries depuis des années. Les gens du village le disaient fou, reclus, hanté. Mais ceux qui l'avaient connu disaient qu'il avait simplement décidé de ne plus peindre pour les autres. Seulement pour lui. Et pour la forêt. Il ne posa aucune question à Elio. Ne lui demanda pas pourquoi il avait arrêté de peindre. Il l'installa devant une toile blanche. Prépara une petite palette de couleurs. Puis, doucement, s'assit à côté de lui, en tailleur. « Tu veux peindre ?» Elio ne répondit pas. Il regardait la toile, la palette, la cabane. Son cœur battait vite. Il avait peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de sentir encore cette gifle du professeur résonner dans ses oreilles. Mais ses doigts, lentement, s'avancèrent. Ils saisirent un pinceau. Il le trempa dans le rouge. Une petite trace. Puis une bleue. Puis il s'arrêta, la gorge nouée. « Tu as peur de mélanger les couleurs ?» demanda Sédou, sans le regarder. Elio hocha la tête. Une larme silencieuse coula sur sa joue. Il ne savait pas d'où elle venait, mais elle brûlait comme si elle avait quelque chose d'ancien. Sédou éclata d'un rire doux, grave et chaud. La vie, petit, c'est un mélange. Un beau chaos. La douleur avec la joie. L'amour avec l'absence. L'hiver avec le feu. Et chaque toile est une tentative de comprendre ce chaos. Il prit une couleur inconnue, un mélange étrange entre brun et or, et traça un trait au hasard sur la toile d'Elio. Ce n'est pas grave si c'est moche. Ce n'est pas grave si c'est incompris. Ce n'est pas pour eux que tu peins. C'est pour ce qui vit en toi. Et ce qui vit en toi ne parle pas le langage des professeurs. Il lui tendit à nouveau le pinceau. Et là, comme une digue qui cède sous la pression d'une mer intérieure, Elio peignit. Pas pour briller. Pas pour réussir. Pas pour plaire. Il peignit pour respirer. Chaque trait libérait une douleur, chaque couleur ouvrait une fenêtre, chaque forme parlait un langage oublié. Et ce jour-là, dans la forêt silencieuse, les oiseaux chantèrent de nouveau. Le concours du village. L'annonce tomba comme une feuille colorée dans un monde gris. Ce fut un matin de juin, au cœur de la place du village, que le maire, un homme aux moustaches généreuses et à la voix de conteur, proclama avec fierté. Pour le centenaire de notre village, un concours sera organisé. Le tableau du siècle. Celui qui représentera notre histoire, notre âme, notre beauté. Artistes, jeunes ou vieux, à vos pinceaux. Une rumeur parcourut les ruelles. On parlait déjà de noms connus, d'anciens élèves des beaux-arts revenus au pays, de peintres locaux qui avaient déjà vendu des toiles dans la capitale. Tous avaient leur style, leur signature, leur prestige. Elio, lui, n'était encore qu'un murmure. Mais cette nuit-là, dans sa chambre éclairée d'une seule bougie, il sentit de nouveau l'appel. Il n'avait pas participé à une exposition, n'avait pas d'atelier ni de cadre. Mais il avait une toile blanche. Et un cœur prêt à parler. Il repensa à Sédou. À la forêt. Aux oiseaux. Et surtout à ce que le vieux peintre lui avait dit. Tu ne peins pas pour être vu. Tu peins pour que les autres se voient. Alors il se leva, prit sa toile la plus grande, un vieux morceau de tissu épais, et pendant 6 jours et 6 nuits, il peignit. Ce n'était pas un paysage. Ce n'était pas un portrait. Ce n'était pas une scène de la vie quotidienne. C'était une explosion. Au centre, un tourbillon de rouge intense, comme une colère qui ne trouve pas de mots. Autour, du bleu nuit, épais comme un deuil silencieux. Puis des éclats de vert tendre, comme l'herbe qui renaît après l'hiver. Un souffle doré, comme un souvenir d'enfance que l'on garde précieusement. Une ombre noire, profonde, dense, qui semble avaler la lumière sans jamais s'en excuser. Et puis du rose. Discret. Nostalgique. Comme l'écho d'un amour qu'on n'a jamais osé nommer. Il ne chercha pas à équilibrer les formes. Ni à respecter les règles. Il écouta. Chaque couleur était une voix. Chaque coup de pinceau, une mémoire. Chaque silence entre les couches, une prière.
Le jour du concours arriva. La place du village fut transformée en galerie à ciel ouvert. Les toiles accrochées au mur, suspendues aux arbres, posées sur des chevalets alignés. On parlait fort, on commentait, on jugeait. Le soleil brillait. Puis Elio arriva. Il portait sa toile roulée sous le bras, les doigts tachés de peinture sèche. Il s'approcha sans un mot, la déroula, la posa au sol. Il n'avait pas de cadre. Pas de nom signé. Juste une vérité déposée là, comme une offrande. Le silence se fit peu à peu. Les bavardages cessèrent. Les rires se turent. Quelque chose, dans ce tableau, figeait les regards. Ce n'était pas de l'admiration artistique. C'était autre chose. Un frisson. Une résonance intime. Un miroir, peut-être. Un vieil homme recula, les yeux mouillés. Une femme mit la main sur sa poitrine. Un enfant demanda à sa mère. « Pourquoi j'ai envie de pleurer ?» Et Elio, debout devant eux, murmura. « Chacune de ces couleurs représente quelqu'un ici. Le rouge, c'est la colère de grand-mère Amina quand elle pense à son frère disparu. Le bleu, c'est la solitude de papa Malik. Le vert, c'est l'espoir de Fatou, qui croit encore que demain sera beau. Le doré, c'est le rire de mon petit cousin sous la pluie. Le noir, c'est ce que personne ne dit. Le rose, c'est ce que tout le monde cache. » Il se tut. Puis ajouta doucement. « Ce tableau, ce n'est pas moi. C'est vous. » Les applaudissements furent lents, d'abord. Puis profonds. Puis une ovation. Il gagna. Mais ce ne fut pas la médaille qui compta. Ni l'argent. Ni même les félicitations du jury. Ce fut cette chose invisible qui flotta sur le village ce jour-là. La reconnaissance que les différences n'étaient plus des fardeaux, mais des lumières. Des couleurs d'une même toile. Le musée des cœurs ouverts. Les années passèrent. Le village changeait, doucement. Les rues s'ouvraient à plus de couleurs, un graffiti ici, un rideau vif là, un mur repeint par les enfants du quartier. On disait qu'Elio avait réveillé quelque chose. Une envie, peut-être. De se dire. De se montrer. D'exister, autrement. Lui, devenu jeune adulte, n'avait jamais quitté la peinture. Mais il peignait moins pour exposer. Il voulait créer un lieu. Pas un musée froid, silencieux et sacré. Pas une galerie où l'on chuchote en robe noire en dégustant du vin. Mais un endroit vivant, authentique, un refuge pour ceux qui avaient trop longtemps appris à cacher leurs couleurs. Un lieu où l'on ne demande pas « Que as-tu étudié ?» mais « Que as-tu ressenti dernièrement ?» Il trouva l'endroit par hasard. Une vieille école abandonnée, à l'écart du village, à moitié mangée par le lierre et les souvenirs. La toiture fuyait, les murs étaient rongés par l'humidité, les vitres brisées. Mais dans les yeux d'Elio, elle était déjà prête. Il la rebaptisa. Le musée des cœurs ouverts. Et pendant 2 ans, il travailla. Il retapa les murs, mais les laissa imparfaits. Il remplaça les vitres par des toiles transparentes peintes à la main. Il invita les habitants du village à venir, non pas en spectateurs, mais en participants. On n'entrait pas ici pour comprendre l'art, mais pour se comprendre soi-même. Il n'y avait pas de cartel explicatif, pas de titre pompeux. Seulement des espaces émotionnels. Une salle toute noire, où un unique rayon blanc descendait du plafond. Les visiteurs s'y asseyaient en silence. Certains pleuraient. D'autres fermaient les yeux. Il n'y avait rien à voir, mais tout à ressentir. Une pièce rouge remplie de cris suspendus. Des papiers accrochés où les visiteurs avaient écrit ce qu'ils n'osaient dire à voix haute. La colère y flottait, mais elle n'était plus seule. Un couloir tapissé de miroirs peints, où chaque reflet était déformé par une couleur. Certains riaient en s'y voyant. D'autres détournaient le regard. Et au fond, une salle simple, ouverte, dont les murs étaient recouverts de papier froissé, déchiré, taché. Une montagne de papier laissé par des centaines de visiteurs. On y lisait « Je suis bleu aujourd'hui. Voici mon verre d'espérance. J'ai enfin osé peindre mon noir intérieur. » Elio avait laissé à l'entrée une grande table avec des crayons,
des pinceaux, des morceaux de tissu, de bois, d'argile. Aucun règlement. Aucune instruction. Seulement cette phrase gravée dans la pierre au seuil du musée. La différence des couleurs fait la beauté du tableau. Et à côté, une invitation simple, presque une prière. Qui es-tu? Quelle est ta couleur? Et oseras-tu la montrer au monde? Ce musée devint un sanctuaire. Les enfants y couraient en riant. Les vieux y revenaient souvent, en silence. Les couples y laissaient des cœurs en papier. Les solitaires y déposaient des morceaux d'eux-mêmes, qu'ils pensaient briser. Mais ici, rien n'était rejeté. Tout était matière à création. Et Elio, chaque soir, passait d'une pièce à l'autre, en silence. Il lisait. Il écoutait. Il peignait parfois. Pas sur les murs, mais dans l'air. Dans les regards. Dans les silences partagés. Il avait compris que l'œuvre d'art la plus précieuse n'était pas sur une toile. C'était ce que l'on ose révéler. Épilogue, ce que les couleurs disent de nous. La vie n'est jamais monochrome. Elle n'a jamais été faite pour entrer dans une seule case, un seul rôle, un seul regard. Elle est un tableau mouvant, inachevé, vibrant. Parfois éclatant, parfois sombre. Parfois chaotique, parfois limpide. Mais toujours sincère, quand on ose y poser notre vraie couleur. Elio, désormais adulte, ne signait plus ses toiles. Il disait que c'était inutile. La peinture est un miroir, disait-il. Si tu la signes, les gens la regardent comme mienne. Si tu ne la signes pas, ils la regardent comme s'ils l'avaient faite. Et c'est là qu'elle devient vivante. Dans les pages de son vieux carnet, qu'il n'avait jamais cessé d'utiliser, il avait écrit une phrase, au crayon, presque effacée par le temps. Nous avons tous en nous un rouge qui brûle, un bleu qui pleure, un vert qui espère, un jaune qui rit, un noir qui se cache, un blanc qui attend. Et c'est en les accueillant sans honte, sans hiérarchie que nous devenons entiers. Chaque visiteur du musée des cœurs ouverts partait avec quelque chose, mais sans jamais repartir les mains pleines. Certains repartaient avec un nœud dénoué. D'autres avec une envie nouvelle, écrire, chanter, aimer, recommencer. Et certains repartaient simplement avec la permission de pleurer. Ce qui, parfois, est le plus beau des départs. Dans un monde qui nous presse de paraître parfait, l'histoire d'Elio nous rappelle ceci. Nous ne sommes pas faits pour plaire à la lumière blanche des projecteurs. Nous sommes faits pour briller de toutes nos nuances, même celles que l'on cache dans l'ombre. Et peut-être qu'au fond, la question la plus urgente à se poser n'est pas « Suis-je bon ? Suis-je utile ? Suis-je digne ?» Mais bien, quelle est ma couleur ? Et ai-je le courage de la montrer au monde ?